L'idée du couple monogame, exclusif et durable serait-elle révolue? Une chose est sûre, la tendance est aux unions à géométrie variable, mais derrière certaines promesses de liberté se cachent parfois des cages dorées. Notre chroniqueur Thomas Plouffe s'est intéressé au phénomène de la fin du couple. Salut Thomas! Allô Antoine. Qu'est-ce qui t'a donné le goût aujourd'hui de te transformer en chroniqueur du cœur? Ben c'est ça, j'essaie d'avoir... Je suis un peu tentaculaire, là, j'essaie de toucher à différents sujets pour me... Polyvalent. C'est ça, pour montrer ma polyvalence. Non, mais en fait, je suis tombé sur un... Vous m'aviez demandé de lire un ouvrage de sociologie il y a 2 ans de l'auteur Eva Illouz. Ouais. Puis, ça s'appelait « Les marchandises émotionnelles ». Puis bon, quand j'ai su qu'elle avait écrit il y a 1 an et demi sur la fin de l'amour, ben là, je me suis dit... C'est un must. Ça y est, j'y vais. Uh-huh. Alors, elle a écrit La fin de l'amour. Donne-nous le sous-titre, c'est quand même intéressant aussi. Oui, La fin de l'amour, son titre, un titre vendeur, enquête sur un désarroi contemporain. Alors, déjà, ça donne le ton. Elle a enquêté, elle a sûrement interrogé plein de couples, elle s'est promenée. Ouais. C'est une sociologue israélienne. Mais il y a des grandes idées qui traversent cette œuvre-là. C'est quoi, Thomas Plouffe? Ben, c'est ça, Eva Illouz, elle se définit comme une sociologue des émotions ou des sentiments. Là. Mm-hmm. Oui, elle a écrit beaucoup sur sur tout ce qui est émotion, tout ce qui est sentiment, mais toujours en lien avec le capitalisme. On va le voir dans les grandes idées de son livre. Une idée assez... Puis c'est important quand même de mentionner que c'est une sociologue qui se définit comme étant à gauche du spectre politique. Là. Donc, traditionnellement, plus à gauche. Puis dans ce cas-là, elle y va vraiment... on a l'impression tout le long du livre là, qu'elle marche sur des œufs, là, parce qu'en fait, son idée forte tourne autour d'une remise en question de la libération sexuelle. De la liberté sexuelle qui aurait été, selon elle, qui serait, entre autres, aujourd'hui, à la base de l'incertitude qu'on voit dans les relations amoureuses. C'est intéressant parce que je pense qu'elle ne serait pas gênée de se définir, d'être définie comme marxiste. Là. Je crois même avoir vu cette étiquette-là qui lui a été apposée dans le passé. Est-ce que c'est intéressant parce que chez Marx, on voit déjà une critique de la famille comme institution qui reproduit des inégalités. La révolution sexuelle a été presque l'aboutissement, ou en tout cas le début de l'aboutissement de cette idée-là. Et là, elle prêche contre son camp, c'est ce que tu nous dis. Oui, quelque part, tu sais, son camp, qu'est-ce que c'est son camp? Mais chose certaine, en tout cas, elle a vraiment elle a une position assez critique envers la liberté sexuelle. Tu sais, plus concrètement, ce qu'elle fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle revient en arrière puis elle fait un historique. Bon, peut-être juste situé, là, c'est présenté comme un ouvrage sociologique. Mais ça se base sur 92 entretiens qu'elle a réalisés avec des gens en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Israël, notamment des personnes de son entourage. Donc, tu sais, en sociologie, c'est pas un très gros échantillon. Non. Puis beaucoup l'ont critiqué en disant ça s'apparente plus à un livre de philosophie critique, ce livre-là. Là. On est plus dans l'analyse qualitative que quantitative. Là. On ne traite pas des grosses bases de données avec ça. Non, c'est de l'analyse qualitative, mais même dans le qualitatif, elle se permet de faire des grandes généralisations avec ça. Bon, il faut quand même le considérer là, dans ses conclusions. Ce qu'elle fait en premier lieu, qui est intéressant, c'est qu'elle revient sur l'historique de la cour amoureuse puis des relations amoureuses. Puis ce qu'elle vient montrer, c'est que dans l'histoire, dans la cour amoureuse, là, la cour, vous savez de quoi on parle, là, même si aujourd'hui, faire la cour, on fait plus ça. Elle parle de tous les cadres normatifs qui existaient dans la cour amoureuse et dans les relations amoureuses. Qui créait des repères permettant au couple de naître puis ensuite de perdurer dans le temps. Mm-hmm. Puis ce qu'elle dit, c'est qu'avec Puis on pense, par exemple, au rôle qui était déjà attendu, c'est-à-dire socialement, la communauté était là pour rappeler que ton rôle, ça va être celui-là, puis on s'assure, tu sais, implicitement que tu vas respecter ton rôle. Donc, Très, très concrètement, si je veux donner un rendez-vous galant à une jeune femme, je vais prendre l'initiative. En tout cas, c'était comme ça à une certaine époque. Ouais, l'homme prend l'initiative, va payer soit le verre ou le souper au resto. Donc, il n'est pas question de séparer la facture. Ça, c'est des codes. Il n'y a pas une charte écrite quelque part, mais ça fait partie des normes en vigueur dans une société donnée à un moment donné. C'est ça. Puis jusqu'à la moitié du 20e siècle, il y avait vraiment ce cadre-là normatif à plein d'égards. Puis la libération sexuelle, ce que ça a fait comme... ce que ça a créé comme effet, c'est justement de nous libérer de ces cadres normatifs-là. Ben ouais, on n'est plus obligé de payer toute la facture, Thomas. C'est cool. Ben, c'est ce qu'au début, c'est ce qu'on nous a vendu. C'est ce qu'on nous a vendu. Puis au début, c'est ça nous semblait comme génial. Ça. La liberté, tu sais, qui conteste la liberté? Mais l'effet pervers de ça, parce que c'est ce qu'elle dit, il y a un revers, c'est que là, puisque
les cadres normatifs n'existent plus, ben, le fardeau du choix, maintenant, repose uniquement sur l'individu. Alors qu'à l'époque, le choix, ou finalement la sélection du partenaire reposait sur ces cadres-là sociaux, normatifs, ben, maintenant, tout repose sur l'individu. Fait qu'accompagné de ça vient énormément d'incertitudes et d'angoisse et de questions qui sont des questions de fond, c'est-à-dire de doute, de remise en question. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce qu'il va changer? Puis ce sont des questions qui sont insolubles. On ne peut pas les résoudre, ces questions-là. Donc, c'est énormément... Elle appelle ça de l'incertitude affective. Puis elle dit, il y en a... Nos relations aujourd'hui sont garnies d'incertitudes. Simon? Thomas, tu fais remarquer que le choix maintenant dépend totalement des individus. Mais dans le fond, moi, il me vient tout de suite l'idée qu'on nous raconte, je ne sais même pas si c'est vrai, qu'il y a eu des époques où c'est carrément les parents qui choisissaient pour les enfants avec qui ils allaient se marier, ou des rois et des reines qui ont été matchés pour des raisons politiques sans qu'eux-mêmes aient même leur mot à dire. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, parce que, en tout cas, dans l'Église catholique, il faut au moins que librement les deux disent oui un jour ou l'autre. Là. Mais est-ce qu'on peut penser que c'était une réaction, peut-être, à une vision comme... Ou que l'individu avait peut-être pas assez son mot à dire avant? Je pense que c'est le principe derrière la libération sexuelle. Là. C'est d'ailleurs ce qu'a dit. La libération sexuelle était appuyée sur des éléments vrais et justes. Là. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être... les cadres normatifs étaient trop rigides pour l'humain, puis il a voulu s'en libérer. Mais bon, ce qu'a dit là-dedans dans le livre, c'est qu'il y a des effets pervers à ça. Aujourd'hui, on vit finalement l'effet boomerang de ça. On assiste à des relations humaines qui sont basées sur plus aucun cadre normatif. Donc, l'individu c'est ça, vit dans une angoisse perpétuelle. On pourrait justement penser qu'il n'y a plus aucun cadre normatif, mais justement, chasser le cadre, il revient au galop. Là. Il y a des nouvelles normes qui ont apparu, Thomas Plouffe, et j'imagine que la sociologue Eva Illouz identifie c'est quoi des nouveaux critères qui guident les choix et qui essaient, tant bien que mal, d'atténuer nos angoisses affectives. Bon, mais oui, en fait, là, elle a dit tout repose sur l'individu, mais l'individu lui-même doit appuyer ses décisions, ses choix sur quelque chose. Le choix dans la modernité, d'ailleurs, c'est devenu la mesure de la liberté de l'individu. Tu sais, ce qu'on choisit, ça permet ce qu'elle dit? Elle dit on est tous à la recherche de notre moi véritable et idéal. Puis cette idée-là est reprise à fond par le capitalisme. Je vais y revenir plus loin. Là. Mais puis à travers ce choix-là, on cherche des moyens, des raisons pour choisir, des arguments pour choisir. Puis on finit assez rapidement par revenir au ressenti. J'allais dire, est-ce que je me sens bien? J'ai-tu du fun avec cette personne-là? Ça revient à ça. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on finit par reposer ça sur le ressenti. J'avais une citation que je vais lire rapidement. Elle a dit « La volonté ne se caractérise plus par la capacité à réguler ses désirs, comme dans la religion chrétienne, mais précisément et inversement par la capacité à agir selon leur injonction. » Donc, on se définit par le fait d'être capable de sentir quels sont nos désirs, puis surtout à quel point on est capable d'y répondre. Tu sais, est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de répondre à nos désirs? Si oui, ben là, on fait le juste choix. L'exemple type de ça, puis l'extrapolation de ça, c'est que, c'est-à-dire que les affects finissent par devenir encore plus précisément, uniquement le corps, l'hédonisme. On n'est même plus dans le ressenti intellectuel, on est rendu dans de la pure matérialité, le corps lui-même. Puis l'exemple type de ça, c'est les rencontres d'un soir, les one night, il y a différents noms en France pour appeler ça, où est-ce qu'on est vraiment juste dans un rapport d'échange d'un corps à un autre, où est-ce qu'on va chercher, en fait, où est-ce que notre choix va être basé sur la recherche du plaisir qu'on va retrouver chez le corps de l'autre. Très épidermique, on pourrait dire. Oui, c'est de la pure matérialité. On se laisse guider uniquement par notre corps, en fait. Le reste n'a plus d'importance. Il nous reste quelques minutes à peine. On ne peut pas passer à côté de la critique marxiste ou en tout cas anticapitaliste de tout ce bourbier-là dans lequel on est au niveau des émotions depuis quelques décennies. Ben, c'est ça. Son idée phare aussi à Eva Illouz, c'est que tout ça, c'est la faute du capitalisme. C'est-à-dire que le capitalisme, il est responsable d'avoir utilisé la libération sexuelle puis d'avoir inséré ces injonctions qui sont réalise ton plein potentiel, justement, tantôt, se trouve quel est ton véritable toi. Bon, tout ça qui sont des pures inventions, des pures illusions, mais quand on les met avec on les place dans la tête des gens, dans un monde où les gens sont de plus en plus consommateurs, ça donne... on est manipulé dans notre recherche d'émotions, puis on finit par être
consommateurs aussi dans nos relations. Là. Et on est hyper responsabilisé individuellement, c'est-à-dire que c'est plus... Alors que la communauté avait un rôle, et même ça pouvait être une aide aussi, ça pouvait être restreignant, mais aussi ça pouvait être une aide dans le choix du partenaire. Tout à fait. Là, n'ayant plus ça, tout le fardeau de l'échec, hein, parce qu'il y en a des échecs, repose sur les épaules de l'individu. Ben, c'est le grand paradoxe, en fait, c'est qu'à vouloir avoir été... maintenant qu'on est libre, en fait, maintenant qu'on est libre, on n'a jamais été aussi incertain et angoissé. On ne s'est jamais senti autant prisonnier. Dernièrement, l'artiste Stromae, belge, a sorti un CD qui s'appelle Multitude. Il y a une de ses chansons qui s'appelle La solacitude, puis dans laquelle le refrain, je trouve, résume très bien cette idée-là. Il chante « Le célibat me fait souffrir de solitude, la vie de couple me fait souffrir de lassitude. » Donc, il est pris, je veux dire, il est pris entre un monde puis un autre. À vouloir être libre, il est devenu prisonnier de cette liberté-là. Mais moi, Thomas, là, j'ai rien lu d'Eva Illouz, mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord que c'est le capitalisme qui serait la cause de ça. Moi non plus, je suis pas d'accord. C'est beaucoup plus le déclin de la religion, le déclin de la raison, le rousseauisme sentimentaliste, puis le fait qu'on a rejeté toute l'Église, tout le christianisme qui apportait une vision, disons, équilibrée de l'amour, du mariage, de la famille. Et puis le capitalisme, pour moi, c'est juste, lui, il trouve toujours le moyen de faire du profit avec tout nouveau phénomène social. Exactement. Ben, je conteste pas ton idée, je suis tout à fait d'accord avec toi. Okay. Mais elle amène cette idée-là. Moi, je trouve ça intéressant de voir comment on peut à la fois constater des mêmes éléments, c'est-à-dire les conclusions sont les mêmes, le déclin de la vie amoureuse, mais elle cherche un moyen de trouver une explication à ça. Pour elle, c'est le capitalisme. Moi, je pense qu'elle fait erreur, comme toi. Mais c'est une cause et une autre, une cause seconde, une cause première peut-être, parce que la perte du sens religieux chrétien amène un capitalisme débridé, sauvage, absurde. Une tendance à se consommer les uns les autres aussi. C'est ça, mais le capitalisme est humain. C'est pas une entité extérieure qui vient nous dominer. Il nous reste une petite minute, Thomas, et j'aimerais t'entendre, et peut-être même entendre l'écho de Noémie. Elle avance l'idée, c'est quoi le rôle de la femme dans toute cette histoire-là? Parce que c'était supposément pour libérer la femme, la libération sexuelle. En peu de mots, ce qu'elle dit, c'est l'ironie suprême de ça, c'est que c'était essentiellement pour éliminer les inégalités de genre, la libération sexuelle. Puis la personne qui paye le plus aujourd'hui, c'est la femme. Culturellement, ce qu'elle observe, c'est que ce sont elles qui se sentent encore responsables du succès et de la gestion affective des émotions. Donc, c'est elles qui payent encore le prix. Les hommes sont plus détachés de ça. Donc, et le capitalisme se sert de la femme, instrumentalise la femme comme un objet sexuel. Donc, c'est hyper paradoxal. C'était pour la libérer, mais c'est elle qui en paye le plus le prix aujourd'hui. Tu es d'accord avec ça, Noémie? Ben oui, ça a du sens, là, notamment quand on sait que le fardeau de la fertilité, souvent, c'est du côté de la femme. Donc, ça a tout à fait du sens avec ces conclusions-là. Là. Ben oui, c'est exactement. On le voit au niveau du couple, au niveau de la famille. Là, ça a des conséquences, surtout sur le dos de la femme. Donc, on parlait, entre autres, du livre « La fin de l'amour » d'Eva Illouz. C'est publié au Seuil en 2020. Merci beaucoup, Thomas Plouffe, de nous avoir fait cette recension et aussi ce tour des grandes idées qu'il contient. On peut t'entendre régulièrement. On n'est pas du monde. Oui. Merci, Thomas, d'être avec nous. Salut.